Ouvrir le détroit d'Ormuz ne garantit pas un bottom boursier immédiat. Ouvrir le détroit d'Ormuz n'est pas la fin de la crise globale macro. Les signaux techniques minimums à obtenir avant d'envisager une argumentation en faveur d'un point bas définitif des actifs risqués en bourse. Dans cette vidéo, vous allez assister à première partie, étape numéro 1 de la normalisation, c'est-à-dire du retour au monde d'avant les opérations militaires du 28 février dernier. Oui, l'étape numéro 1, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz et son ouverture totale, ce qui n'est pas une mince affaire. Deuxième partie, mise en perspective des délais de normalisation avec l'évolution des stocks de pétrole stratégiques, notamment des principales puissances asiatiques, et vous allez voir que les délais sont assez proches, d'où la situation problématique. Troisième partie, quel délai de normalisation envisager pour l'outil industriel pétrole et gaz tout autour du golfe Persique, pays par pays. Partie suivante, car je ne connais plus son numéro, délai de normalisation à envisager pour un retour au monde d'avant du transport maritime. Et spoiler alerte, pour l'outil industriel et le transport maritime, il ne s'agit pas d'un jour, ni d'une semaine, ni de 2 semaines. 4, 6, 8, parfois 10, 12 semaines dans une situation d'ouverture totale du détroit d'Ormuz et de l'arrêt complet des opérations militaires. Autant vous dire que tout prendra du temps. Cinquième partie, le coût des assurances. Et oui, le coût des assurances maritimes qui ne sera absolument pas le même qu'avant le 28 février dernier, parce que la prime de risque géopolitique va se maintenir. Les assurances, d'ailleurs, dites de guerre, qui sont suspendues depuis le début des opérations militaires, ça, c'est un point de blocage important dans la normalisation qui suivra une réouverture totale du détroit d'Ormuz. Vous voyez que là, j'essaie vraiment de me projeter pour voir le monde d'après. Et effectivement, cette crise ne va pas se résoudre au jour 1 de l'ouverture du détroit, ni même à la semaine 1. Il faut en avoir conscience et ensuite surveiller justement toutes ces métriques de normalisation que je vais vous présenter. Et enfin, dernière partie, les signaux techniques minimum. Le minimum légal à constater en bourse sur les actifs stratégiques en lien avec cette géopolitique, les matières premières stratégiques, mais pas que, les signaux techniques minimum à acquérir avant de se dire, bon, là, c'est bon, je peux revenir sereinement sur les actifs risqués en bourse. Bienvenue, nouvelle édition du Top Gun. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. L'ouverture du détroit d'Ormuz ne garantit absolument pas un bottom boursier immédiat. Il faut bien avoir conscience des ordres de grandeur, de normalisation, des ordres de grandeur temporelle, de normalisation de l'outil industriel, du transport maritime, de l'approvisionnement en pétrole, de la reconstitution des stocks de pétrole, pour bien évaluer la façon dont il faudra appréhender son retour sur les actifs risqués en bourse. Le plan, je vous l'ai donné à l'instant, il s'affiche à nouveau sous vos yeux et c'est parti. Sans transition, première partie. L'ouverture du détroit d'Ormuz n'est que l'étape numéro 1 de la normalisation. Effectivement, il faut avoir bien conscience de ça. Alors moi, j'ai essayé ici de rassembler les déclarations des uns et des autres, c'est-à-dire les déclarations et les études des agents économiques directement concernés. De qui s'agit-il ? Il peut s'agir par exemple du patron d'une entreprise du Golfe, autour du Golfe Persique, d'un gérant, le directeur des opérations d'une usine de production, d'un terminal. Les études proposées par exemple par l'Organisation mondiale maritime basée à Londres, je vais vous présenter, il y a 2 organismes internationaux en lien avec le transport maritime, notamment par Supertanker. Les 2 organismes sont basés à Londres, un dépend de l'ONU. Ces gens-là font des études en lien avec l'activité maritime, à partir des données remontées par les transporteurs. Et encore une fois, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous prenez le jour 1. Donc déjà, il faut prendre le jour 1 de l'ouverture du détroit. Ok, je parle du jour 1 d'une ouverture totale.
Parce que ouverture partielle, ouverture totale, vous suivez l'actualité géopolitique comme moi. Vous prenez ce jour 1, à J+7, nous ne sommes pas revenus au 27 février. Ni à J+14 d'ailleurs, ni à J+21. Malheureusement, ni à J+30. Et même peu probable qu'à J+45, nous y soyons revenus. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez une demande de pétrole qui est là. L'offre de pétrole est tombée. La normalisation, c'est quoi? C'est le délai pour que, une fois le conflit terminé, détroit réouvert, le délai nécessaire pour que l'offre réégalise la demande. La demande d'ailleurs qui va monter d'un cran, puisqu'il va falloir non seulement consommer au quotidien, et reconstituer les stocks de pétrole stratégiques érodés. Donc déjà la demande va monter d'un cran, l'offre va mettre, et c'est l'objet de la vidéo, combien de temps à revenir égaliser la demande. Et donc dans toute cette période de réégalisation offre-demande, le prix de l'énergie va rester élevé. Et donc les taux d'inflation aussi, et donc l'impact sur les taux d'intérêt, etc., etc. Vous voyez, donc la vraie question, ce sont les délais. Donc, oui, ouvrir le détroit d'Ormuz n'est que l'étape numéro 1 de la normalisation. Le jour 1 de l'ouverture n'est pas la fin de la crise, ni même la semaine 1. Alors justement, quels sont les paramètres à prendre en compte? Alors ces paramètres, il y en a un certain nombre. Le paramètre principal, première chose déjà à bien avoir en tête, je vous en ai déjà parlé, les marchés ne fonctionnent pas en mode on-off. L'outil industriel, l'outil de transport maritime ne fonctionne pas en mode on-off. Les prix ne... Alors, bien sûr, l'ouverture du détroit d'Ormuz, il y a une réaction initiale qui est positive, mais les prix ne vont pas retomber à leur situation d'avant le samedi 28 février, car la contrainte d'offre va persister. Les flux vont mettre énormément de temps à se normaliser, c'est pas moi qui le dis, ce sont les déclarations des entreprises qui gèrent l'industrie gazière et pétrolière tout autour du Golfe Persique, ce sont les déclarations des transporteurs maritimes, ce sont les déclarations des assureurs du transport maritime. L'outil industriel, le transport maritime par tanker, les assureurs. Outil industriel, transport maritime par tanker, les assureurs. Tout ce beau monde le répète. Et depuis d'ailleurs la première semaine du conflit. Attention aux durées de normalisation. Donc déjà, il faut que ce conflit se termine pour de bon, définitivement. Il faut un accord de paix, la fin totale des opérations militaires, la certitude qu'elles ne vont pas reprendre à court terme. Donc déjà ça c'est difficile à réunir. Et quand tout ça est réuni, il y a ensuite les délais de normalisation, de retour au monde d'avant, de l'outil industriel, du transport maritime et des assurances du transport maritime. Donc vous dire que ce sont des choses qui vont prendre du temps. Déjà, première approche, durée de normalisation versus les stocks de pétrole. Effectivement, ça c'est un sujet. Pourquoi c'est un sujet? Donc déjà, je vous rappelle que lorsqu'on parle du détroit d'Ormuz, alors bien sûr, le monde entier est impacté parce que le prix de l'énergie monte sur les marchés financiers internationaux, mais en termes d'approvisionnement direct et de risque de pénurie, c'est pas l'Europe qui est concernée, c'est absolument pas les États-Unis. En termes de risque de pénurie, c'est l'Asie. L'Europe subit, les États-Unis subissent, le monde entier subit la hausse des prix, mais la pénurie, elle concerne les principales puissances asiatiques, je vous rappelle ici. Pour la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Indonésie, la part du pétrole et la part du gaz, donc dans les approvisionnements qui transitent par le détroit d'Ormuz, ça c'est une chose. Donc pour ces pays-là, il y a déjà une problématique qui est celle donc des stocks de pétrole stratégiques. Ces stocks de pétrole stratégiques, je vous ai mis ici en rouge les principales puissances d'Asie. Pourquoi c'est important? Parce que depuis le début du conflit, ces puissances ont commencé à taper dans leurs stocks de pétrole stratégique. Alors bien sûr, c'est facteur du poids que représente Hormuz. Si un pays vous dit qu'il a, par exemple, la Chine vous dit qu'elle a 220 jours de réserve stratégique, la Corée du Sud 110 jours, bon, jours de consommation vert, ça c'est facteur aussi derrière de ce que représente le détroit d'Ormuz. Si le détroit d'Ormuz ne représente que 40% de l'approvisionnement, eh bien la valeur, si vous voulez, le nombre de jours de consommation couverts par la réserve stratégique, c'est donc le double. Donc il faut avoir conscience de ça et justement et mettre en perspective ces stocks. Donc ici je vous remonte les données pour la Chine. Temps estimé avant tension pétrolière, 128 jours pour la Chine, 315 jours pour le Japon, 25 jours pour l'Inde
169 jours pour la Corée du Sud. Alors bien sûr, entre-temps, ces pays ont réactivé d'autres sources d'approvisionnement, notamment la Russie, etc. Ok, très bien. Mais peu importe. Dites-vous bien une chose, c'est que à partir du moment où le détroit réouvre complètement, si vous avez des délais de normalisation du transport maritime, de l'outil industriel et donc transport maritime assurance, qui sont égales au temps estimé avant la tension pétrolière en lien avec les réserves stratégiques, la situation peut rester tendue. D'autre part, ces réserves stratégiques qui commencent à diminuer, parce que ces pays la communiquent chaque jour sur ces réserves stratégiques, et vous allez voir que ça baisse le nombre de jours. Il va falloir tout de suite les reconstituer. Donc il y a un surplus de demande. Enfin, je vous laisse imaginer que ça va être vraiment cette balance entre la demande, en plus qui va monter d'un cran après la fin du conflit, et l'offre qui est plus basse, et l'offre qui va prendre 2-3 mois à rejoindre cette demande, et dans cet intervalle de normalisation, il va y avoir de la pression haussière sur les prix. Donc justement, ce sont les données qui comptent le plus. Il y a déjà donc ce rapport aux réserves stratégiques de pétrole. Maintenant, premier point critique, l'outil de production pétrole et gaz a besoin de combien de temps pour se relancer. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche en fonction donc, de tous les pays producteurs de pétrole et gaz tout autour du Golfe Persique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comment on peut avoir ces données-là? Tout simplement parce que déjà, ces pays communiquent. Mais plus particulièrement, ce sont les entreprises de ces pays, les entreprises leaders, les entreprises qui possèdent les usines, qui exploitent directement les puits, qui d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles, n'oubliez pas aussi que cet outil de production est bombardé, cet outil de production est dégradé par missile, par drone. Autant vous dire que cet outil de production qui est partiellement détruit, lui, le délai de normalisation, c'est pas le délai de normalisation moyen d'un simple outil de production mis à l'arrêt. Derrière, là, il faut le réparer, le reconstruire, vous doublez, vous triplez le délai de normalisation. Donc, bon, voilà, il faut, alors, je ne veux pas là m'enfermer dans des choses négatives, il faut avoir conscience de ça, c'est que il y aura le jour 1 de l'ouverture totale du détroit, et derrière, toutes les semaines qui vont suivre, avant une vraie normalisation. Donc justement, lorsqu'on regarde un peu les données, l'outil de production pétrole et gaz a besoin de plusieurs semaines pour se relancer. Le point pays par pays, donc là je vous ai mis un tableau avec donc les données concernant l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak, le Qatar, l'Iran, Bahreïn, Oman, et donc une moyenne pour les pays qui entourent le Golfe Persique. Il y a plusieurs choses, et notamment il y a une thématique qui est importante, c'est le stockage. Donc le stockage saturé, alors de quoi s'agit-il en fait? Pourquoi le stockage saturé? Parce que donc, dans les premières semaines de conflit, si vous voulez, l'outil de production, la première semaine, a continué de fonctionner, mais les bateaux partaient plus. Donc il a fallu stocker tout ce qui était produit. On ne va pas le flamber, on ne va pas le cramer, on ne va pas le jeter. Donc là, le stockage est rempli. Donc une fois le détroit réouvert, encore une fois, vous avez toutes les étapes. Une fois le détroit réouvert, il va falloir déjà commencer à vider la capacité de stockage, la charger dans les bateaux, et là relancer l'outil de production. Donc ça va encore décaler dans le temps la relance de l'outil de production. Bon, bien sûr, entre-temps, les ouvriers peuvent remettre en place, préparer l'outil de production à refonctionner. Donc en fait, ces données retour à la normale proche, ce sont des moyennes en fonction des entreprises, en fonction des déclarations des uns et des autres et des études qui sont faites par les industriels. Et grosso modo, alors bien sûr, ça va être supérieur pour l'Iran parce que eux, pour vous dire que leur champ gazier, industrie pétrolière a été sacrément visé. Mais si vous faites une moyenne des pays du Golfe Persique, vous obtenez un délai de normalisation, retour proche normal, c'est même pas du 100%, de 2 à 3 mois. Donc déjà, là, vous voyez que je reprends donc ici mon petit schéma à la main. La demande, elle se maintenait à un niveau élevé. Et comme les pays tapent dans leurs réserves stratégiques, notamment en Asie, elle va monter d'un cran. Parce qu'il faut rajouter la partie reconstituer les réserves stratégiques. La demande, elle est là. Une fois le détroit réouvert, la demande ne monte pas là. Donc si on tient compte uniquement de l'outil industriel, le délai entre l'écart qui sépare entre la demande et l'offre, le délai pour retrouver la demande, c'est 2 à 3 mois. Uniquement d'un point de vue de l'outil industriel. Maintenant, après l'outil industriel, il y a le transport maritime par tanker. C'est bien de relancer la machine industrielle,
il faut la transporter. Et on va pas mettre ça à dos d'homme ou par avion. Bon, imaginez un supertanker qui vole, bon, ça n'existe pas. Mais vous pouvez imaginer si vous voulez. D'où viennent les données? Donc les données viennent, ce que vous devez connaître, elles sont toutes les deux basées à Londres, ce sont deux organismes internationaux basés à Londres. Vous avez l'International Maritime Organization, IMO, et l'International Chamber of Shipping, l'ICS, basé à Londres. L'un dépend de l'ONU, de mémoire, c'est l'Organisation Maritime Mondiale. Et ici, donc, cette chambre-là de commerce maritime, elle est privée. Grosso modo, vous additionnez l'Organisation Maritime Mondiale et la Chambre internationale de shipping, vous avez 95% du transport maritime par tanker qui est représenté. Donc, ça permet d'obtenir des données fiables. Et qu'est-ce que l'on observe? Vous avez donc, rappelez-vous, un délai de relance de la machine industrielle qui est de 2 à 3 mois en moyenne autour du Golfe Persique. Lorsque vous regardez, donc là j'invente rien, je suis allé choper l'étude qu'a proposée l'Organisation Maritime Mondiale. Voilà, parce que ces gens-là parlent tous les jours depuis le début des opérations militaires. Qu'est-ce que nous dit l'Organisation Maritime Mondiale? Pourquoi j'ai pris elle et pas l'autre? Parce que c'est elle qui fédère le plus de transporteurs. Voilà, point final. Donc vous avez 4 phases. La phase 1, évacuation corridor sécurisé. Évacuation quoi? C'est les bateaux qui sont toujours à l'intérieur. La phase 2, reprise encadrée, escorte des minages potentiellement. La phase 3, des flux commerciaux plus ou moins établis. Et un retour au monde d'avant. Là encore, je ne vais pas aller du côté de la reprise à 100%, mais un 80-90% de reprise. Ce que nous dit l'Organisation Maritime Mondiale, bien sûr, ce sont des fourchettes. L'outil industriel, je vous ai dit 2 à 3 mois. Bon, là, ils ne savent pas non plus, parce qu'il faut voir comment les choses concrètement vont fonctionner. Mais encore une fois, tous ces délais sont à partir du moment où le détroit est complètement réouvert et où il y a un accord de paix. Donc, enfin, vous imaginez un peu. Déjà, il faut atteindre ces conditions-là. Je vous laisse imaginer l'addition des délais. Eh bien, pour le transport maritime, ça nous dit 1 à 3 mois. Donc au final, vous avez un outil industriel qui va mettre 2-3 mois à se relancer. Bon, c'est pareil quoi pour le transport maritime. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement, ce sont des délais à peu près égaux. Le transport maritime va pas mettre 2 fois plus de temps que l'outil industriel. Ce sera même probablement un peu plus rapide pour le transport maritime, ce qui permettra de commencer à vider le stockage qui est complètement rempli autour du Golfe Persique. Et ensuite, une fois que la capacité de stockage redevient positive, pouvoir vraiment relancer l'outil de production et puis donc reprendre le chemin vers le monde d'avant. Mais donc ce chemin vers le monde d'avant, c'est ni le jour 1, c'est ni la semaine 1, c'est ni le mois M1. Ça va prendre du temps. Petite parenthèse, c'est pas un troisième facteur, mais c'est un facteur bis du transport maritime. Le coût des assurances ne reviendra pas au monde d'avant, parce que, mais oui, on va pas passer d'une guerre et de bombardements massifs à tout le monde s'aime, on fait des contrats, on travaille ensemble, on s'adore sur le long terme. Non, il y aura toujours des risques, il y a des éléments incontrôlables qui ne sont pas gouvernementaux dans la région. Bon, bref, la prime de risque géopolitique. Et ça, c'est incertain. Et oui, aucun bateau, aucun tanker ne prend la mer, ni même est chargé s'il n'a pas d'assurance. Zéro. Les montants, si vous voulez, sont tellement énormes, on ne prend aucun risque. Il y a une assurance, il n'y en a pas. Comment vont se comporter les assureurs? Elles sont suspendues, les assurances de guerre, depuis le début du conflit. Comment ils vont se comporter? Est-ce que les assureurs vont jouer le jeu? Et à quelles conditions? Sans assureur, les tankers refusent de naviguer. Donc ça, c'est pareil. Et ça, c'est complètement inconnu. Quel va être le délai, les délais d'acceptation des assureurs? Alors après, bien sûr, il y aura tout le facteur déminé, escorte. Bon, ça, il y a beaucoup de... Comment dire? Et puis, alors oui, après, il y a bien sûr aussi des facteurs humains. Est-ce que les équipages vont vouloir prendre la mer? Après ce qui s'est passé, vous voyez, est-ce qu'on va retrouver la totalité des équipages du monde d'avant? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un blocage de facteurs humains? Bon, il y a quand même beaucoup de choses, et ça, c'est justement quelque chose qui a été mis en avant par l'International Chamber of Shipping. C'est ce facteur humain du côté des armateurs. Voilà, donc comprenez bien que, alors bien sûr, tout ce beau monde se prépare. Enfin, pour l'instant, bon, allez, donc, outils industriels, transport maritime, assurance. Nous sommes
dans une fourchette de normalisation qui se trouve entre 1 mois et 3 mois. Et donc, ouvrir le détroit d'Ormuz ne garantit pas un point bas boursier immédiat, en lien avec ce délai de normalisation, et ce délai de normalisation va continuer d'impacter la croissance économique, les taux d'inflation, et donc le choix complètement incertain des banques centrales. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Je vais là vous montrer donc ce qu'on pourrait appeler une sorte de lueur, d'espoir. Marine Traffic, j'aime bien, je regarde moi tous les jours Marine Traffic pour voir un peu ce qui passe et ce qui passe pas. Ça c'est le site maintenant qui explose depuis le début des opérations militaires. C'est le site qui explose, tout le monde le montre. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, eh bien oui, il y a une explosion de l'inflation nominale. Mais l'inflation sous-jacente continue de baisser. Donc effectivement, avec l'envolée du prix du pétrole, du gaz, de l'urée, eh bien, vous avez donc une explosion de l'inflation temps réel. Cette inflation, déjà, alors cette explosion de l'inflation temps réel, elle est liée mathématiquement au prix du pétrole et du gaz, de par le poids dans le calcul de cette taux d'inflation. Notez que l'inflation temps réel ne s'envole pas non plus. D'autre part, cela concerne uniquement l'inflation nominale. L'inflation sous-jacente, qui dépend des services, elle continue de baisser. D'autre part, en plus, avec l'augmentation du prix du pétrole, la consommation ralentit. Tout ce qui est dépensé dans l'essence, etc., c'est de la consommation en moins. Et derrière, la consommation de biens courants ralentit, donc les prix ne montent pas. Donc, si vous voulez, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir un monde où l'inflation nominale va rester à un niveau élevé quelques mois, mais l'inflation sous-jacente va baisser du fait du ralentissement économique. Alors quel choix vont faire les banques centrales ? Officiellement, les banques centrales regardent l'inflation sous-jacente, car l'inflation nominale, elle est influencée par des éléments volatiles. C'est provisoire la hausse du prix du pétrole et du gaz naturel. Quand le conflit sera terminé, et une fois passés les délais de normalisation que je viens de vous décrire, ça va rebaisser. Et l'inflation sous-jacente, elle continue de baisser du fait du ralentissement économique. Donc à un moment ou à un autre, un ralentissement économique, un chômage qui monte, une inflation nominale qui certes est haute, mais une inflation sous-jacente qui baisse parce qu'il y a un ralentissement économique, peut amener les banques centrales à faire des choses complètement différentes de ce que le marché anticipe maintenant, c'est-à-dire pas de baisse de taux avant fin 2027. Autant vous dire, je n'y crois mais absolument pas. Je mets ma main à couper. Bon, on va pas prendre de risque. Je mets mon petit doigt à couper. Bon, allez, l'ongle du petit doigt à couper, qu'il y aura une baisse de taux d'ici la fin de l'année. Alors, d'ici fin 2027, faut arrêter de déconner si vous voulez. Pourquoi ? Parce que il y a des prix qui montent, mais il y en a plein qui vont pas monter, qui vont même baisser du fait de la baisse de la consommation. Donc il n'y a aucun monde où il y a une forte baisse de la consommation, qui est liée d'ailleurs à la hausse du prix de l'énergie, où ces prix moins consommés, le prix monte. C'est pas possible. Au moins, ils resteront flats. Le producteur se tire une balle dans le pied. Il va monter les prix parce que ça lui coûte plus cher, mais si en face personne n'achète, ça sert à rien. Enfin, ça marche pas comme ça. Donc si vous voulez, c'est pour ça, moi je ne suis pas non plus trop inquiet. Même si l'inflation nominale, là mathématiquement, on n'échappe pas à la hausse, comme ça. Mais même pas sous-jacente. En tout cas, quant à savoir justement s'il faudra revenir, l'ouverture du détroit d'Ormuz ne garantit pas un point bas boursier immédiat. Il y aura aussi tout cet aspect-là, global, macro, qu'il faudra prendre en compte. Les signaux techniques minimum pour valider un point bas boursier final. Alors là, vous connaissez, je passe en revue 1000 trucs. Je me suis dit, passer en revue 25 actifs chaque semaine, à la fin, on comprend plus rien, on n'a pas une vie d'ensemble, on ne sait pas quoi faire. J'ai voulu recentrer les choses. Hop, je m'arrête à ma grosse tête. Recentrer, je ne peux pas plus recentrer. Et mettre ici uniquement les actifs financiers que je juge stratégiques et dont les signaux techniques doivent donner le top départ, le start d'un vrai retour serein sur les actifs risqués. Et vous allez voir, ce n'est pas une mince affaire. Ces actifs stratégiques, ça ne sert à rien de s'éparpiller. Je pourrais même m'en contenter de 3. J'en ai un peu plus. J'ai créé un petit tableau, il y en a 7-8, pas plus. Oubliez tout le reste. Juste ces 7-8 là. Et il y a des choses techniques à obtenir. Sinon, il faut rester à l'écart tranquille.
et voir comment ça va se passer. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Le Top Gun que j'ai fait la semaine dernière sur la partie probabilité d'une récession économique hard data. Laissez le temps qu'elle soit publiée. Et donc, je vous propose ce tableau. Géopolitique, les signaux techniques minimum pour valider un point bas boursier final. Le prix du pétrole brut US, le pétrole Brent, le gaz naturel européen TTF, l'engrais urée. Je vous mets ici le code TradingView pour l'engrais urée spécifique au Moyen-Orient, coté en dollars. L'engrais urée coté en Chine, il faut regarder les deux. Le taux obligataire américain à 2 ans. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, secteur de la tech US et dollar US. Je n'irai pas au-delà. Je vais surveiller les signaux techniques de ces actifs financiers pour savoir, sans ces signaux techniques minimum, ce sera trop risqué de croire qu'un bottom boursier final est fait, ou peut-être fait à court terme. Et les 3 plus importants, allez, les 4 plus importants sont pétrole brut US, pétrole Brent, le gaz naturel européen, l'engrais urée du Moyen-Orient, coté en dollars, l'engrais urée chinois et le taux obligataire à 2 ans US. Le niveau minimum technique pour se dire qu'un point bas final est fait sur les actifs, il faut que le pétrole brut US repasse sous 94 $, que le pétrole Brent repasse sous 95, que le gaz naturel européen repasse sous 50 €, que l'engrais urée Moyen-Orient repasse sous 506 $, que l'engrais urée en Chine sous les 1950 yuan. Je vous ai mis ici le code TradingView. Et là, pour l'engrais urée en Chine, je vous renvoie vers le Fast and Forex que je vous ai proposé la semaine dernière. Mais cette semaine, je vais vous faire, dans le Fast and Forex, le suivi technique bien précis de ces marchés. Notez bien ce tableau. Allez jeter un œil. Commencez par le pétrole brut US, ou le gaz européen, ou le pétrole Brent. Et allez voir par vous-même si actuellement le prix du pétrole est sous 94, le Brent sous 95, le TTF sous 55. Cochez les cases ou cochez pas les cases. Et si je devais en choisir qu'un seul, c'est le pétrole brut US. Ça me paraît très risqué de revenir sereinement sur les actifs risqués en bourse si vous n'avez pas au minimum un pétrole US qui revient sous 94 $, qui est un sujet technique majeur. Chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Top Gun. J'espère qu'elle vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.